Il essayait de respirer mais son cou était brisé. Les personnes ayant tué quelqu'un accidentellement ou volontairement, que s'est-il passé? Je vais commencer par dire que c'était un accident. J'avais 11 ans et j'étais entré dans la phase de bricolage que traversent tous les enfants et je jouais souvent avec les freins et les vitesses de mon vélo. Je suis allé faire un tour dans une colline super raide qui était très populaire pour tester ma création. Alors que je descendais la colline à toute vitesse, l'écrou qui fixe le guidon s'est desserré et j'ai perdu tout contrôle de mon vélo. Je me souviens juste d'une voiture qui venait vers moi dans la direction opposée. La voiture a fait un virage brutal pour m'éviter et a foncé dans un arbre, tuant toute une famille, la mère, le père et les 2 enfants. Je vivais dans une très petite ville et les conséquences ont été horribles. Jusqu'aujourd'hui, cette scène se répète en boucle dans mes cauchemars. Ma famille a été victime d'intimidation, d'harcèlement incessant. Les enfants peuvent être méchants les uns avec les autres, en tant qu'enfant, je le comprenais, mais les adultes de la ville étaient cruels. Ils m'ont rappelé pendant des années l'enfant meurtrier. Après quelques années, nous sommes partis habiter dans une autre ville. Quand je suis revenu là-bas, à l'endroit où ils sont morts, il y a une croix parfaitement entretenue et des fleurs portant leur nom. Je n'étais pas préparé à ça. Ça a déchiré tous les sentiments de clôture que j'avais dans ma tête. Alors comment je vis maintenant? Un jour après l'autre. Il y a des bons et des mauvais jours, mais pas un jour ne passe sans que j'y pense. C'est comme vivre avec une défiguration. J'avais 13 ans et je vivais en Norvège. En grandissant, j'adorais grimper aux arbres. Mes amis et moi grimpions toujours sur les plus grands arbres que nous pouvions trouver. Notre ville en Norvège était assez petite et assez haute en altitude. Les meilleurs arbres se trouvaient donc en bas, vers la rivière. Un jour, nous avons décidé de nous réunir et de descendre à la rivière pour faire de l'escalade. Nous prenions toujours un sac à dos avec notre déjeuner, des snacks et de l'eau pour pouvoir rester dans notre arbre jusqu'à la nuit. C'est le petit frère de mon ami, âgé de 11 ans, qui portait le sac à dos ce jour-là. Et moi, je portais le sac à dos rempli de boissons. Le petit frère de mon ami n'était pas aussi habitué que nous à grimper aux arbres. Mais comme tout petit frère, il n'était pas prêt à laisser ça l'empêcher de passer du temps avec son grand frère et son meilleur ami. Nous étions presque arrivés à la partie de l'arbre où il y avait un endroit où nous pouvions nous asseoir. Je suis arrivé en premier et j'ai accroché mon sac à dos à une branche. J'ai alors demandé au petit frère de mon ami de me passer son sac à dos pour que je puisse l'accrocher à la branche et lui permettre de se rendre plus facilement là où je me trouvais. Pendant qu'il me passait son sac à dos, son pied a glissé de la branche et il n'avait pas encore la force sur les bras pour porter son propre poids. Il est tombé et a atterri dans la rivière sur des rochers. Il est mort sur le coup. Mon ami et moi sommes descendus de cet arbre plus vite que je ne l'aurais cru possible. Et ce que nous avons vu ce jour-là nous a changés à jamais. Tout ce qu'il voulait faire, c'était traîner avec son grand frère et faire ce que les autres enfants faisaient. J'ai l'impression que si je ne lui avais jamais dit de me passer son sac à dos, nous serions encore tous sur un arbre en train de boire une bière en repensant à toutes nos aventures. Mais au lieu de cela, mon meilleur ami d'enfance ne peut plus être dans la même pièce que moi. Je n'ai pas eu de nouvelles de lui ou de sa famille depuis plus de 10 ans, et chaque jour de ma vie, ils surgissent dans mon esprit et je me souviens de ce que j'ai fait. Tout le monde me dit que ce n'était pas ma faute et que cela aurait pu arriver à n'importe qui. Mais cela n'efface pas la culpabilité que je ressens de lui avoir demandé ce stupide sac à dos. Si vous devez retenir quelque chose de mon histoire, c'est que tout peut arriver n'importe où et n'importe quand. Je suis mécanicien de locomotive, c'est arrivé plus d'une fois que quelqu'un se jette devant le train pendant que je le conduis. Les cauchemars de divers incidents me réveillent régulièrement, je suis presque sûre que je souffre de stress post-traumatique, mais si je fais quelque chose à ce sujet, je perdrai mon emploi pour des raisons médicales. Je ne peux pas laisser cela se produire pour le moment car cela entraînerait une ruine financière. S'il vous plaît, restez en dehors de la trajectoire de mon train. J'étais le conducteur dans un accident de voiture avec mes 3 meilleurs amis. Ils sont morts tous les 3. J'ai survécu d'une manière ou d'une autre, rien que d'écrire cela me donne la nausée aujourd'hui. Et je dis aujourd'hui parce que chaque jour est différent. Certains jours, je peux en parler ou écrire à ce sujet, et je vais bien. Et certains jours, j'ai juste envie de retourner dans mon lit,
de pleurer et de crier. Quand j'avais environ 6 ans, j'avais l'habitude de dormir dans les escaliers de chez moi. Un jour, ma sœur, qui était enceinte, descendait les escaliers et a trébuché sur moi. Elle a fini par faire une fausse couche. Je suppose que ce n'est pas tuer quelqu'un au sens traditionnel du terme, mais d'une certaine manière, j'ai tué mon neveu ou ma nièce qui allait naître. Je ne m'en suis jamais vraiment remis et j'y pense encore des années après. J'avais 12 ans quand c'est arrivé, et autant dire que c'était un pur accident. Ma vie a été meilleure par la suite. Ma mère et moi vivions avec son petit ami à l'époque. Cet homme était un ivrogne et un agresseur. Je suis rentrée un jour de l'école pour le trouver en train de battre ma mère dans la cuisine. Je n'avais jamais envisagé de tenir tête à ce type. Il mesurait plus de 1,80 m et était très large. Mais ce jour-là, en rentrant de l'école, j'ai rassemblé tout mon courage. Je devais sauver ma mère. En courant vers eux, j'ai pris une fourchette sur la table et je l'ai poignardé dans le dos, juste en dessous de son épaule. Ça lui a fait si peur qu'il a eu une crise cardiaque et est mort sur le coup. Je devais me lever et aller voir ma mère. Elle se battait contre le cancer depuis 4 ans et j'avais passé la majeure partie de ma vingtaine à m'occuper d'elle. Elle avait prévu de se lever et de se rendre elle-même à son rendez-vous médical ce jour-là, mais j'ai l'habitude de veiller sur elle parce qu'elle peut avoir des mauvaises journées. Ce jour-là, j'ai trop dormi. Il était presque 11 h et je me suis réveillée avec un appel de mon père disant que le médecin ne l'avait pas vue. J'ai vérifié à l'étage, dans sa chambre, dans la cuisine, rien. Puis j'ai vu la porte de la salle de bain entrouverte. J'ai ouvert la porte et j'ai vu ma mère, des excréments partout mélangés à du vomi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais j'ai appelé les urgences sans mettre un pied dans la salle de bain. Je veux dire, je suppose que j'étais en état de choc, tout se passait très lentement. Les ambulanciers sont arrivés. On était dans une petite ville, tout le monde nous connaissait. L'ambulancier principal était un bon ami du lycée. Ils ont fait semblant de pratiquer la RCP pendant environ 30 secondes, puis ont reçu l'ordre de l'emmener à l'hôpital. La partie suivante me hante jusqu'à aujourd'hui. J'ai dû rappeler mon père, il est rentré en courant du travail. Il a couru dans toute la maison pour prendre ses affaires, il voulait s'assurer que nous avions les informations médicales pour les médecins des urgences et sa liste de médicaments. J'ai essayé d'expliquer que nous n'en aurions pas besoin, j'étais trop lâche, je parlais par énigme. Je ne pouvais pas le faire. Nous arrivons aux urgences, nous nous installons dans une petite pièce avec des meubles bon marché que l'on ne trouve que dans les pièces où l'on vous dit que les gens meurent. Le médecin est entré et s'est adressé directement à lui. C'est comme s'il avait été écrasé par une voiture. Il s'est levé sans un mot et a quitté la pièce. Je l'ai retrouvé près d'une demi-heure plus tard faisant les 100 pas sur le parking en sanglotant. Nous avons décidé de nous saouler. Mon père a maintenant une petite amie. Il pense que je le déteste pour ça, mais je ne le déteste pas. Il mérite tout le bonheur qu'il peut trouver. Il a traversé les 4 années les plus difficiles de leur vie et a essayé, seul, de continuer à vaincre le cancer sans connaissance médicale et sans argent. Quand j'étais jeune, j'étais souvent victime d'harcèlement. J'étais en 6e et il y avait ce mec, un élève de terminale, qui me harcelait et me frappait constamment. J'essayais toujours de l'ignorer, mais un jour je devais marcher dehors pour me rendre à l'un de mes cours et il le savait. Il n'y avait pas beaucoup de monde autour de nous. Nous étions sur le trottoir et descendions une colline en direction de l'école, il m'a poussé et je suis tombée en bas de la colline en me rattrapant sur un arbuste. J'étais en colère, plus en colère que d'habitude. J'étais tellement en colère que pour la première fois j'ai couru, je l'ai repoussé et il est tombé du trottoir sur la route du parking juste devant un bus. Il y avait quelques personnes qui regardaient et j'ai appelé la police tout de suite après. Je sais que c'était mérité. Mais j'ai encore des cauchemars à cause de ce que j'ai fait et à cause de ce que les gens qui ont vu et dit sur moi après ce jour. Heureusement, je n'ai jamais subi de conséquences. Mais je regrette de l'avoir fait. Je ne sais pas si ça compte, mais lorsque j'étais chauffeur routier en formation, j'ai eu le malheur d'être l'outil que quelqu'un a utilisé pour se suicider. On roulait tard dans la nuit sur une longue route droite, ennuyeuse juste à côté de la frontière. J'étais au volant. Mon formateur était dans sa couchette, mais il était réveillé et discutait avec moi. J'ai vu des phares au loin,
mais je n'y ai pas prêté attention. Au bout d'un moment, ils se sont rapprochés et on aurait dit qu'il allait tourner à gauche. Mais il n'y avait pas de route à cet endroit. Puis ils ont redressé la barre et nous ont foncé dessus de plein fouet. J'ai eu juste assez de temps pour voir que c'était un pick-up et que le conducteur était un homme. Tout ce que j'ai pu faire, c'est lâcher le volant et freiner. On était salement amochés. J'avais un poignet cassé et mon formateur plusieurs côtes cassées. On est sorti pour voir les dégâts. Et quand nous sommes allés vers l'arrière, j'ai vu des bottes de travail sur la double ligne jaune avec environ 15 cm de jambes qui dépassaient. J'ai toujours une drôle de sensation dans l'estomac quand j'y pense. Évidemment, je n'avais pas prévu de tuer ce type. Et je n'ai pu rien faire pour l'éviter. Nous venions de commencer une nouvelle tournée avec un artiste. Mais en tant qu'équipe, une partie d'entre nous avait travaillé pour plusieurs artistes au cours des dernières années. Lorsque vous travaillez de longues heures, parfois sous une pression et dans des circonstances ridicules, et que vous vivez dans un bus de tournée en dormant à quelques mètres de 11 autres adultes, deux choses peuvent se produire. Soit vous commencez à regretter d'être venu et vous avez juste envie de retourner vers votre famille et amis parce que vous ne les avez pas vus depuis des mois. Soit vous devenez incroyablement proches, comme une famille. Nous étions moins nombreux que lors de la dernière tournée. On n'avait pas besoin d'un technicien vidéo. Mais nous aimions beaucoup le technicien vidéo, donc il est quand même venu avec nous. On avait fait 1 an ou 2 ensemble et c'était un gars vraiment génial qui voyait toujours le bon côté des choses. On pouvait toujours compter sur lui pour avoir un sourire sur le visage, peu importe le nombre d'heures de travail. Le premier spectacle a eu lieu et nous avons tous passé un très bon moment. Le chargement du premier jour a été très facile et l'installation s'est faite rapidement. Le spectacle s'est déroulé sans accroc et nous avons terminé quelques heures plus tôt que prévu. Nous sommes retournés à l'hôtel pour prendre de la nourriture et boire un verre. Nos chambres étaient l'une à côté de l'autre. C'était une belle nuit de printemps et nous nous sommes assis dehors sur nos balcons adjacents. Il était un expert en vin. J'avais une bouteille de rouge non ouverte dans ma chambre et il avait une bouteille de vin non ouverte dans sa chambre qu'il savait que j'aimais. Il s'est penché par-dessus la balustrade pour me passer une bouteille que je lui ai facilement prise. Les balcons étaient si proches les uns des autres. Je lui ai donc passé la bouteille de rouge de ma chambre. En essayant de prendre la bouteille, il a glissé. Je ne me souviens d'aucun bruit. Mais tous ceux qui étaient de ce côté de l'hôtel m'ont entendu crier. Je l'ai vu passer par-dessus la balustrade. Je l'ai vu frapper le côté de l'hôtel, et je l'ai vu atterrir 15 mètres plus bas. J'ai couru vers l'ascenseur en criant à la réception pour appeler les urgences, mais c'était trop tard. Cela n'aurait rien changé. Je me suis approchée de lui, j'ai regardé dans ses yeux et ils étaient vides. Un gros morceau de l'arrière de sa tête se trouvait à quelques mètres de nous. J'ai tenu sa main et sangloté que j'étais désolée jusqu'à ce qu'un agent de sécurité me retire. Depuis ce jour, nous étions une famille d'artistes liés par le pire des liens imaginables. J'ai pris la décision incroyablement difficile de signer un ordre de non-traitement pour mon fils de 3 ans. Il souffrait de multiples handicaps physiques et intellectuels. Il a passé la majeure partie de sa vie dans des unités d'hospitalisation pédiatrique. J'ai fini par être si triste à l'idée de ses souffrances et de son déclin continu que j'ai pris la décision de ne plus rien faire. Je l'ai ramené de l'hôpital à la maison et environ 2 semaines plus tard, il a fait une détresse respiratoire et est mort. Je l'ai tenu pendant 16 heures alors qu'il luttait pour respirer. Et je me souviens d'avoir supplié l'infirmière de l'hospice de continuer à lui donner de la morphine et d'en finir parce que mon cœur n'en pouvait plus. Je sais que je ne l'ai pas tué physiquement, mais j'ai quand même pris la décision de ne pas le garder en vie plus longtemps. Je conduisais sur une petite route de montagne dangereuse et mes freins ont lâché. Mon ami m'a aidé à m'en sortir et j'ai pu arrêter ma voiture en ralentissant sur le flanc de la montagne à 80 km/h. La voiture a fait des tonneaux et a atterri sur le bord d'une falaise. La tête de mon ami a été écrasée pendant le tonneau. Il essayait de respirer mais son cou était brisé. Il est mort alors que j'essayais de lui parler. J'étais le conducteur dans un accident de voiture, j'ai fermé les yeux pendant 1 seconde sur l'autoroute avant de me faire désosser par un SUV à pleine vitesse. Mon ami sur le siège passager s'est fracturé la tête dans le pare-brise, mon frère derrière moi s'est fracturé le crâne et mon meilleur ami sur le siège arrière côté passager est mort.
Mes amis de l'époque utilisaient l'humour pour surmonter les moments difficiles. J'ai un sens de l'humour noir, mais ils sont toujours allés trop loin. J'ai fini par arrêter de voir tous mes amis proches. Pendant des années après, j'ai dû aller au tribunal à cause d'autres voitures qui avaient été touchées par l'accident, et la mère de mon ami essayait tout le temps de me contacter pour obtenir plus d'argent que ce que mon assurance avait déjà versé. J'avais l'habitude de crier dans mon sommeil et j'ai abandonné l'université peu de temps après. Je vais beaucoup mieux maintenant, mais 5 ans plus tard, et je suis toujours anxieux quand il neige. On avait tous les deux 13 ans. C'était son anniversaire et un groupe d'entre nous est allé explorer une vieille centrale électrique. Je lui avais demandé de sortir avec moi plus tôt dans la journée. Nos amis sont restés au rez-de-chaussée et elle et moi avons grimpé jusqu'au 3e étage pour nous embrasser. 10 minutes après, elle a lâché ma main et a essayé de grimper jusqu'à une fenêtre pour regarder dehors. Il m'a fallu des années pour dépasser ce moment et penser clairement à ce qui s'est passé. J'ai entendu un glapissement et un craquement qui me donnent encore la nausée aujourd'hui. J'ai descendu les étages jusqu'à elle et tous nos amis sont partis chercher de l'aide. Je me souviens avoir été énervée que personne ne l'aide. J'essayais de lui faire un massage cardiaque ou autre pour lui sauver la vie. Les flics nous ont trouvés et j'étais couvert de sang. On m'a dit que ce n'était pas ma faute. Ses parents m'en veulent toujours. Nous sommes allés au tribunal plusieurs fois et mon avocat a réussi à faire annuler les charges d'homicide involontaire. J'avais 9 ans et mon frère 11, nous étions assez proches. Mais après avoir déménagé dans une nouvelle ville, il a voulu avoir ses propres amis et je me suis sentie exclue. Il venait de se faire un meilleur ami, Ricky, qui était le meilleur élève de la classe et un enfant très apprécié, et ils ont décidé de faire une promenade à vélo jusqu'au réservoir local où la plupart des enfants traînaient. Je les ai suivis après que mon frère m'ait dit de rester derrière. Ils ont fini par laisser leur vélo et faire une randonnée autour d'un viaduc dangereux près de la chute d'eau et m'ont retrouvé en train de les suivre pas très loin derrière. Aussi bouleversé que mon frère ait été, il savait que nous étions trop loin dans le voyage pour faire demi-tour et a accepté à contre-cœur le fait qu'il ne pouvait pas profiter de son pote sans moi. Quelques minutes plus tard, nous avons décidé d'enlever la boue de nos chaussures. Ricky a décidé que c'était trop dangereux pour moi de laver mes chaussures et a décidé de le faire pour moi, pour me protéger. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais Ricky a disparu d'un coup, il s'était volatilisé. La police a retrouvé son corps quelques jours plus tard, et mon frère a été considéré par toute la ville comme un meurtrier. Mon frère et moi sommes toujours proches, mais lui et moi savons que cette expérience a changé nos vies pour toujours. Si seulement j'écoutais mon grand frère, la vie telle que nous la connaissons ne serait pas la même. 1995, je vivais avec ma mère droguée et ma sœur qui avait 4 ans de plus que moi. Ma mère travaillait dans un bar et, en tant qu'enfant de 7 ans, je passais la moitié de mon temps dans ce bar. Nous avions une maison qui était plutôt un hangar sur un terrain. Ma mère s'est rapprochée d'un des clients qui buvait beaucoup et se droguait. Un jour, elle a rompu avec lui, je suppose, et il continuait à venir la menacer. Quelques jours plus tard, elle a reçu un appel de sa part. Je ne suis pas sûre de ce qui s'est dit mais elle essaie de nous précipiter dans la pièce du fond où nous gardions nos vêtements. Elle essaie de nous cacher dans les vêtements, mais je commence à paniquer et j'essaie de quitter la maison. Alors que j'arrivais à la porte d'entrée, un camion s'est arrêté. Je m'arrête et je l'entends sortir en criant pour ma mère. Il essaie d'abord d'entrer par la porte mais échoue. Je suis à 1 mètre de la porte d'entrée. Il a tiré sur la porte et je saute sur le haut du canapé qui est juste à côté de la porte tout en saisissant ma batte de baseball. Il entre et je le frappe en plein dans le front. Il s'éteint instantanément. Je crie et ma mère sort finalement avec ma sœur et nous partons tous les deux, puis nous appelons la police au bar. Cette même nuit, je suis allée vivre avec mon père de façon permanente car ma mère avait des mandats d'arrêt. Je n'ai pas su avant mes 16 ans qu'il était mort à l'hôpital à cause d'une commotion cérébrale et d'une intoxication alcoolique. Je ne me sens pas mal pour autant. J'avais 19 ans. Un samedi matin, je suis allée chez ma copine et nous avons traîné ensemble jusqu'à environ 16 heures. Elle allait chez une amie pour nager, mais j'avais d'autres projets et je n'y suis pas allée. Sa mère lui a demandé d'apporter un sac poubelle à la décharge quand elle y allait, alors je lui ai dit que je la suivrais jusqu'à la décharge et que je le jetterais puisque c'était sur mon chemin. Je me suis garée derrière elle à la décharge.
J'ai pris le sac à l'arrière. Elle conduisait le camion de son père parce qu'elle ne voulait pas d'ordures dans sa voiture. Quand c'était fait, j'ai tapé 2 fois à l'arrière du camion pour lui dire qu'elle pouvait partir. J'ai réalisé après être partie que je n'avais pas dit « je t'aime » comme je le faisais habituellement. Alors je lui ai envoyé un message. Elle ne m'a pas répondu. J'ai donc supposé qu'elle n'avait pas entendu le téléphone. Le camion de son père avait un gros pot d'échappement, c'était logique. Je vivais à environ 40 minutes de là. Quand j'ai franchi le seuil de ma porte, j'ai reçu un appel de sa mère. Elle était en panique. Elle m'a dit qu'il y avait eu un accident. Ma copine était vivante, mais elle était transportée par hélicoptère à l'hôpital. J'ai couru jusqu'à ma voiture et je n'ai pas levé le pied de l'accélérateur avant d'arriver chez ses parents. Nous sommes montés dans la voiture de sa mère et avons fait les 2 heures de route jusqu'à l'hôpital. Quand nous sommes arrivés, nous sommes entrés dans le service des urgences et nous sommes allés à la réception. Son père a dit à la réceptionniste qui il cherchait. Au même moment, un médecin se tenait derrière le comptoir. La réceptionniste a dit que le nom n'était pas dans le système, elle s'est donc retournée et a demandé au médecin. Il est sorti, s'est présenté et a posé quelques questions pour confirmer qui nous étions. Puis il a dit qu'elle était morte. Je me tenais près d'un mur. Je suis tombée contre le mur et j'ai glissé sur le sol où je suis restée assis pendant un moment, incrédule. Je n'ai pas eu l'impression de rester assis très longtemps, mais je suis sûre que cela a duré au moins 3 ou 4 heures. Je suis restée assis là. Il n'y a pas de mots pour décrire ce genre de douleur. La plupart des semaines suivantes ont disparu de ma mémoire. Je me suis allongée dans mon lit et j'ai pleuré. Je n'ai pas mangé et je n'ai pas dormi. J'ai juste pleuré et fixé le mur. J'ai pleuré jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes et j'ai encore pleuré. Je pesais 90 kilos avant sa mort. Je pesais 61 mois et demi après sa mort. Je sais que c'était dur pour mes parents de me voir comme ça. Ma mère a essayé de me faire manger. Je ne voulais pas. Ils ont essayé de me faire sortir du lit. Je ne voulais pas. Ils ont même appelé un pasteur pour venir me parler. Il n'y avait rien qui puisse me consoler, l'amour de ma vie était morte. Et j'ai envoyé le message qui l'a tué. Un jour, j'ai juste craqué, je me suis levée pour aller à la salle de bain et j'ai vu mon reflet dans le miroir. Je reconnaissais à peine mon propre visage. Je savais que j'avais le choix d'avancer dans ma vie, ou je finirais bientôt par mourir moi aussi. Je suis maintenant mariée. Ce mois-ci, nous fêtons notre 7e anniversaire. Nous avons 2 magnifiques enfants, et je n'ai jamais été aussi heureux. Je sais que dire que le temps guérit toutes les blessures c'est un cliché, mais c'est vrai. Il y a quelques années, je fouillais dans le coffre de ma mère à la recherche de mon certificat de naissance et j'ai trouvé un article d'un journal de l'accident. Le journal disait que d'autres automobilistes avaient rapporté qu'elle avait fait un virage pour éviter un chien, et que le camion s'était retourné. Je n'ai jamais su ce qui avait provoqué l'accident, mais savoir que ce n'était pas mon SMS m'a libéré d'un énorme poids, mais je n'envoie toujours pas de SMS en voiture. Merci d'être resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo et partager vos propres histoires et opinions en commentaire.